Vous dites Musk et Bezos sont les exemples archétypaux de voyous nuisibles, cyniques et dangereux. Ils parviennent à maculer au sens littéral et symbolique le dernier refuge que l'on pensait encore sacré et intouchable, le ciel nocturne et sa sidérante beauté. Aurélien Barraud. Oui, ces gens sont littéralement émétiques. Ce sont les pires voyous que je puisse imaginer. Détruire la Terre, ce n'était pas assez pour eux. Ils ont même voulu détruire l'espace. Je leur en veux du plus profond de mon être. La question, c'est précisément de se demander où on veut aller. Actuellement, ce qu'on appelle croissance, c'est essentiellement de détruire un espace gorgé de vie et de le remplacer par un parking de supermarché. Ça, c'est littéralement parlant de la croissance. Si on le fait avec de l'énergie solaire, avec de l'énergie nucléaire ou avec de l'énergie éolienne, ça ne change rien. À la fin, on a effectivement détruit une forêt pour construire un espace bétonné. À la fin, la vie est morte. Ce qui est important donc, ce n'est pas de chercher à comprendre comment diminuer les externalités négatives, en l'occurrence les émissions de CO2. C'est de se demander si on souhaite effectivement éradiquer la forêt pour construire un supermarché. C'est ça la question fondamentale. Ce matin, en venant vous voir, j'étais dans le train. Un jeune homme m'a interpellé. Il était étudiant en école d'ingénieur. Il m'a dit: «Ah bah, je suis content de vous voir. J'aimerais que vous me conseilliez un peu parce qu'on a une réunion sur le développement, la transition écologique la semaine prochaine.» Et je lui ai dit, avec un peu d'humour, bien sûr: «Moi, ce que je te conseille, c'est de prôner la fermeture de ton école.» Bon, alors bien sûr, on a discuté. J'ai rien contre l'ingénieur personnellement. Je suis moi-même ingénieur de formation. J'ai beaucoup de très bons amis ingénieurs. Ouais. Mais il y a un problème avec les écoles d'ingénieurs qui constituent essentiellement la formation de nos élites. Pourquoi? Parce que les ingénieurs sont essentiellement des gens qui sont formés à la résolution mécanique de problèmes similaires en adaptant des méthodes qui sont essentiellement reproductibles. Jamais ils n'interrogent l'énoncé. C'est exactement le pire de ce qu'on puisse faire dans les circonstances actuelles. Vous êtes critique du progrès, mais surtout pas de la création, hein. Ah, au contraire, au contraire. Vive la croissance. Mais alors, redéfinissons-la autrement que comme la pire croissance possible, la seule qu'il faille éradiquer, à savoir la croissance du PIB. Être la première génération qui se trouve dans l'obligation à la fois éthique et épistémique d'une refondation radicale de nos valeurs, c'est peut-être angoissant, mais c'est aussi un peu excitant. Reconnaissons-le. Vous dites, il faudrait aux commandes un philosophe, un poète. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que, heureusement et malheureusement surtout, les questions climatiques aujourd'hui à gérer, et toutes les questions de vivant? Il y a une guerre, par exemple, en ce moment en Europe. Est-ce qu'un philosophe ou un poète, est-ce que c'est pas un peu utopique, Oui, d'imaginer, enfin peut-être que la première chose qu'un philosophe comprendrait ou rappellerait, c'est que la guerre touche cette planète de façon essentiellement constante et que même si cette guerre en Ukraine est évidemment dramatique et condamnable, et tout le monde est d'accord là-dessus, et même condamnable est un mot faible, on est parfaitement d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'un philosophe devrait commencer par nous rappeler que les réfugiés, jusqu'alors, on les a laissés mourir devant nos frontières closes, et que s'il est tout à fait, à mon avis, souhaitable d'accueillir les Ukrainiens, il est quand même un peu étrange et un peu dérangeant que nous découvrions la misère du monde précisément quand ce sont nos compatriotes, en quelque sorte, européens qui sont touchés. Voilà ce que serait le travail d'un philosophe, et je pense que ça serait absolument fondamental. La question n'est pas de savoir si on aime ou si on déteste la violence. La question est de savoir que faire quand on fait face à deux violences qui sont antagonistes. L'état actuel du monde, fut-il défendu par de brillants polytechniciens en costume cravate, est un état ultra violent. Nous sommes en train non seulement d'éradiquer la vie sur Terre, mais aussi de laisser mourir un enfant de faim toutes les 5 secondes et de faire mourir 1,5 million de personnes en Europe et sur le pourtour méditerranéen à cause de la pollution. Donc, le monde que l'Occident contemporain façonne est ultra violent. Si contrer cette violence demande une certaine brutalité, mais qu'il en soit ainsi. Moi, ce que je souhaite, c'est le triomphe de la vie. Le triomphe de la vie, parfois, passe par l'affrontement. Je ne le désire pas, mais je le constate. Vous dites le mantra de la non-violence vous fatigue, en fait, hein, c'est ça. Écoutez, on a fait de Nelson Mandela, de Madiba, le héros de la non-violence. Lui-même expliquait que cette stratégie ne fonctionne que quand l'adversaire utilise la même stratégie. Soyons un peu sérieux.